La formation est le préalable de l'action. Dans une lettre ouverte, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, et 16 autres personnalités, dont le réalisateur Cyril Dion ou encore le psychanalyste Boris Cyrulnik, demandent au président Emmanuel Macron et au futur ministre de suivre une formation sur les enjeux de la transition écologique. Le temps de tirer la sonnette d'alarme est venu et vous oblige, vous et votre gouvernement, à faire de la transition écologique votre priorité. Alors voilà ce qui est écrit dans cette tribune publiée dimanche dernier dans le journal du dimanche. Et pour en parler, nous recevons une de ses co-signataires, Eva Sadoun, coprésidente du mouvement Impact France. Bonjour Eva. Bonjour, merci. Et merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Alors je complète le tableau. Une licence en philosophie, un master en finance. Vous êtes aussi une entrepreneure française, cofondatrice de la plateforme d'investissement dans des entreprises à impact social et environnemental Lita.co, puis Rift, qui scanne aussi l'impact environnemental de vos investissements. Et enfin, c'est très riche, vous avez écrit un livre publié chez Actes Sud, Une économie à nous, réapprendre l'économie pour construire un nouveau système, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. Ça va, j'ai tout bon ? C'est parfait, merci. Alors c'est vraiment un sujet essentiel, l'environnement, on va en parler à l'heure où l'ONU estime à 50% le risque que le réchauffement climatique dépasse le seuil de 1,5 degré dans les 5 prochaines années. Avant d'entrer dans les détails, peut-être justement, est-ce qu'on peut redéfinir pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas forcément sensibilisés à toutes ces problématiques environnementales, ce qu'est la transition écologique, ce que doit être la transition écologique? Alors, la transition écologique, elle part d'un constat scientifique qui est effectivement que la planète se réchauffe et ce qui va avoir des répercussions en fait très fortes, qui sont des répercussions physiques, c'est-à-dire des inondations, des sécheresses, etc., et des répercussions aussi sociales, parce que tous ces phénomènes climatiques vont avoir un impact en fait sur les populations, et on le voit déjà, il y a beaucoup de migrations qui sont de causes climatiques, oui. Sauf que là on atteint un niveau où le réchauffement, et c'est le GIEC qui le montre, nous alerte sur le fait que si on ne change pas vraiment notre manière de produire, notre manière de consommer, et donc ce qui produit réellement des émissions en fait de CO2 et de tout autre type aussi de, il n'y a pas que le CO2, mais on parle beaucoup du CO2 parce que c'est le plus quantifiable, et bien on n'arrivera pas en fait à atteindre ce scénario 1,5 degré qui est un scénario obligatoire pour le maintien de nos démocraties modernes par exemple. Alors c'est vrai, on caricature beaucoup la lutte pour l'environnement, mais les chiffres sont vraiment alarmants. Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes. 3 enfants sur 4 respirent en France un air toxique. Quels sont les autres constats, peut-être les autres chiffres qui doivent nous pousser aujourd'hui à prendre conscience justement de l'urgence climatique ? Les autres constats, effectivement, il y a des phénomènes qui sont les vrais phénomènes climatiques qu'on a pu constater même en Europe. On voit que la température, notamment dans certaines régions du monde, comme l'Australie, le Canada ou la Sicile cet été, ont été des températures sans précédent. Effectivement, il y a les incendies aussi. Il y a les incendies, il y a les inondations. Il y a énormément aussi parce qu'il y a des îles qui sont beaucoup plus touchées que nous. En fait, on parle du réchauffement climatique aujourd'hui en disant qu'on doit faire quelque chose, mais il y a des populations qui vivent ce réchauffement climatique depuis déjà longtemps et dont leur vie est menacée, avec des îles qui sont amenées à disparaître si on ne fait pas quelque chose. Et ce qui est un petit peu alarmant, c'est qu'on a l'impression que pour que en fait les gens prennent conscience de ça, il faudrait qu'un jour New York tombe dans l'eau, quoi. Et ce serait dommage qu'on en arrive à là. Et le problème, c'est qu'en fait la question du réchauffement climatique, elle touche en fait ce qui est de plus important aujourd'hui dans le système, qui est notamment l'économie et notre capacité et l'énergie, etc. Et c'est effectivement des sujets qui sont hyper stratégiques pour les États. Et donc c'est pas un sujet anodin. Et ça nécessite aussi de se poser la question de ce qu'on appelle la dette climatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement les pays occidentaux qui ont le plus pollué, qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut aider aussi les pays qui sont les plus vulnérables financièrement. Et aujourd'hui, c'est ce montant de dette climatique qui est demandé. Aujourd'hui, la réponse des pays occidentaux, notamment aux différentes COP, c'est les grands lieux dans lesquels se réunissent justement les chefs d'État pour parler de la transition écologique. Et ce remboursement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Conséquences économiques, et on le voit par exemple avec des choses aussi anodines que la hausse du prix du café, qui est due justement à un problème écologique. Tout à fait. Alors les risques physiques, c'est tout ça en fait. Quand on parle des risques physiques, c'est-à-dire tout ce qui va avoir un impact même aujourd'hui sur l'économie, la spéculation, même spéculation sur certaines matières premières qui est produite par ces phénomènes, des sécheresses qui vont faire que typiquement vous pouvez faire du champagne en Angleterre. Enfin, c'est des trucs cons comme ça, mais ça pose quand même question sur le fait qu'aujourd'hui l'agriculture notamment est extrêmement touchée par ces phénomènes.
phénomènes-là. Et ensuite, ces phénomènes aussi, ils ont un impact très concret. Là, je prends par exemple l'exemple de EACOP, qui est un projet par Total. De Total Energy. Ouais. Total Energy, qui en fait va extraire encore du pétrole d'Ouganda, alors que le GIEC, qui est l'autorité scientifique, nous dit que si on veut atteindre ce scénario 1,5 degré, il faut arrêter de chercher du pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand Total fait un projet comme ça? Ils vont monter un pipeline, là en l'occurrence, c'est plus de 1400 kilomètres jusqu'à la Tanzanie pour amener le pétrole justement dans les pays occidentaux. Et là, ça déforeste à peu près en fait la moitié de l'Ouganda, ça tue l'agriculture, la biodiversité, donc ça tue économiquement ces pays-là. Et ils ont exproprié 100 000 personnes. Enfin, ça c'est au-delà des conséquences scientifiques à proprement parler, ça c'est les conséquences quotidiennes en fait de ces actes qui vont à l'encontre justement de la transition écologique. Alors on va revenir justement à ce projet EACOP de Total Energy. Pour revenir à cette tribune donc publiée dans le journal du dimanche, vous avez déjà récolté plus de 25 000 signatures. Vous appelez les ministres à suivre une formation sur la transition écologique. Alors en quoi ça consiste exactement? Alors l'objectif c'est de se dire que là, pendant les 5 dernières années, le gouvernement n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, n'a pas amorcé sa transition. C'est même ce que dit l'autorité scientifique, c'est que la France n'a même pas amorcé sa transition écologique. C'est bien qu'il y a un problème de formation. En fait, on a l'impression qu'il y a encore des croyances que, effectivement, c'est par l'innovation, etc., qu'on va réussir à dépasser notamment les problèmes énergétiques. On n'a plus d'énergie, on va dépasser les problèmes énergétiques par l'innovation. Alors que si on regarde toutes les études scientifiques, on se rend compte que dans tous les cas, il faudra une baisse de la croissance économique dans le sens la production en fait de cette énergie et l'utilisation de cette énergie. Et pour que en fait aujourd'hui, malgré qu'il y ait un consensus scientifique, un consensus économique, le gouvernement ne prenne pas la mesure de ça, on s'est dit il y a un problème aussi de formation et d'ouverture à d'autres visions que celles qui conseillent aujourd'hui au quotidien le gouvernement. Donc ce qu'on propose, c'est effectivement 20 heures de formation pour le gouvernement, le président et tous les hauts fonctionnaires sur l'impact réel en fait de leur action sur le réchauffement climatique et puis des formations très concrètes aussi sur la transition écologique et notamment par des acteurs ultra reconnus aujourd'hui pour leur apprendre aussi ces questions de sobriété énergétique, mais ce que ça peut apporter positivement pour sortir du truc un peu caricatural sur donc la une formation qui serait obligatoire, sans délégation de 20 heures parce qu'il y a beaucoup de formations mais c'est jamais le ministre qui le fait. Et c'est ce qui avait été fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Je crois que plusieurs Français, des centaines de Français avaient été tirés au sort et ça avait plutôt bien marché. Ça avait des répercussions effectivement incroyables. Donc il y avait 100 Français qui avaient été tirés au sort, qui avaient été formés pendant plus de 5 semaines justement par des experts, etc. Et des personnes qui partaient en fait d'une conviction assez basique que le réchauffement climatique, ça n'allait pas les toucher, etc. En fait, se sont retrouvés à porter des propositions, 150 propositions, mais d'un niveau en fait que nous on porte au quotidien en fait quand on fait notre lobbying. Donc c'est que finalement, par exemple, ça nécessite que ça. Par exemple, quand vous parlez de propositions, quelle action concrète on peut mettre en place? Il y a par exemple le fait de rediriger typiquement les financements publics. Donc dès que l'État en fait va donner 1 euro à travers des aides, à travers des subventions, à travers des financements, ça doit s'assurer que par exemple l'entreprise elle respecte les trajectoires du GIEC et qu'elle est vraiment en train de réduire ses émissions. C'est vraiment aider les entreprises en fait à prendre conscience aussi de ces enjeux-là. C'est les entreprises, ça peut être même les bâtiments. Enfin les bâtiments ça pollue beaucoup et en fait de faire de la rénovation énergétique des bâtiments, ça permet de diminuer drastiquement aussi les émissions. Il y a aussi de la lutte contre le greenwashing qui était aussi un pendant hyper important parce qu'aujourd'hui vous avez des coms de malades sur justement des produits verts, etc. avec derrière aucun contrôle. Et nous on a typiquement porté un amendement pendant cette loi climat pour que le greenwashing soit aujourd'hui sanctionné à hauteur de 80% du budget marketing de la boîte. Et ça a fonctionné. Et là, il faut encore avancer, mais il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue légal pour que l'économie soit dirigée vers plus d'enjeux de transition écologique. Alors, lors de la campagne présidentielle, on a finalement très peu entendu parler d'écologie. Lors du débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on a vu les deux candidats s'invectiver, climato-sceptiques contre climato-hypocrites. Marine Le Pen qui a dénoncé l'inaction d'Emmanuel Macron. Vous êtes le pire de l'écologie punitive, c'est ce qu'elle lui a dit. Vous avez accompagné des choses d'une grande violence pour les classes modestes. Toute cette écologie punitive est inutile et crée des souffrances et aggrave des situations de fragilité car ça tombe toujours sur les mêmes, ceux qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est Marine Le Pen qui le dit. Elle parle d'écologie punitive. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, justement ?
En soi, je suis d'accord sur ces propos-là spécifiquement. Après, je pense que elle, c'est du clientélisme politique, mais elle, dans son programme, je veux juste le rappeler, son programme était complètement négatif d'un point de vue de la transition écologique, tout programme de relocalisation, d'industrialisation, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un problème de justice aujourd'hui dans la manière dont la transition écologique est pensée. Quand on entend des dirigeants du MEDEF ou même effectivement, ces dernières années, parfois le gouvernement, on a l'impression que ça, si on fait la transition écologique, ça va peser sur les classes les plus pauvres parce que c'est elles qui émettent le plus. Alors que c'est un mensonge sans précédent. Aujourd'hui, c'est les classes les plus aisées qui consomment le plus, qui émettent le plus. C'est les entreprises et les politiques publiques qui sont responsables à plus de 75% de nos émissions. Donc c'est le système qui doit changer. C'est à ça qu'on doit s'adresser. Et c'est ça qui est compliqué avec la transition écologique, c'est qu'aujourd'hui, elle est traitée comme une petite contrainte, comme le Covid ou quoi. Allez, on va mettre en place des politiques spécifiques. Non. En fait, la transition écologique, elle appelle le renouvellement de nos modèles. Et ça, c'est compliqué à digérer pour le gouvernement qui est d'une culture très libérale et très économique. Ouais, être davantage dans le dialogue. Vous faites la promotion d'une économie durable. Je vous ai un petit peu écouté, Eva, dans différents médias. Vous dites que l'économie doit avant tout être au service de l'humain et de l'environnement. Alors, expliquez-nous. Alors, il y a beaucoup de pays dans lesquels, en fait, on a considéré, comme la Nouvelle-Zélande, la Finlande, que justement l'économie n'était plus au service des personnes, mais que c'est les personnes qui sont au service de l'économie qui font fructifier, etc. Alors que finalement l'économie à l'origine c'est l'organisation de la maison, donc c'est ce qui doit nous permettre d'organiser la société, de lutter contre les guerres, qui doit nous permettre d'avoir des rapports sociaux positifs. C'est même ce que disait Adam Smith, alors qu'il a été qui est un penseur libéral, qui est le truc de la main invisible, où en fait la main invisible est censée organiser naturellement les intérêts par la maximisation de nos intérêts particuliers, donc qui prône une forme d'égoïsme économique. C'est pas du tout ce qu'il a dit, parce qu'en fait derrière, et pour lui, c'est effectivement l'empathie et la solidarité dans la société et dans le monde économique qui fera qu'on arrivera à une forme de stabilité. Et moi, je prône effectivement ce que prônent des pays comme la Nouvelle-Zélande, etc., que l'État doit faire en sorte que l'économie s'évalue sur d'autres critères que le PIB, qui est aujourd'hui un indicateur qui régit nos sociétés, qui définit si, par exemple, un pays est en dépôt de bilan. On fait ça sur la base de son PIB, sans s'intéresser, en fait, justement, à des paramètres de stabilité des États, comme la progression de l'emploi durable, le respect de notre biodiversité, etc., qui sont des richesses, en fait, économiques très fortes pour un pays et qui sont pas évaluées. Donc moi, j'appelle effectivement une économie qui sert effectivement le social, qui sert la biodiversité et qui n'est pas dans un système de domination, aujourd'hui de prédation, qui, en fait, dans tous les cas, est contre-productif, parce qu'on voit bien que la planète en fait nous rend en fait ce qu'on a Bien fait. Sûr. Quoi. Alors j'ai pu lire aussi que vous cherchiez à faire contrepoids finalement au MEDEF, l'organisation patronale qui représente les entreprises françaises, mais sans vous y opposer aussi. Donc le but c'est aussi de travailler peut-être avec eux sur toutes ces questions. Ce qui est sûr c'est que le MEDEF représente quand même des entreprises. Nous on n'a pas un discours anti-entreprise, on a un discours en fait d'accompagnement et d'incitation, mais en même temps de radicalité sur ce que l'économie doit faire. Donc nous effectivement on souhaite devenir un nouveau syndicat patronal. On représente aujourd'hui 10 000 dirigeants, dont des grosses boîtes aussi, qui nous ont rejoints récemment, et aussi des startups, et des boîtes de l'économie sociale. C'est assez large, mais c'est des boîtes qui considèrent que le lobbying, quand même, aujourd'hui, est mal fait, et qu'il y a une organisation patronale comme le MEDEF qui nivelle effectivement les objectifs écologiques vers le bas, et même eux parfois le disent, qu'ils ont besoin aussi d'une locomotive, d'un acteur en fait à côté qui est capable de montrer la direction sur ces enjeux. Donc oui, de toute façon, moi, mon travail, c'est d'être dans le dialogue, mais avec aussi une forme de radicalité, parce qu'on peut pas se satisfaire des petits pas et des petites incantations, quoi. Et puis on a tous un rôle à jouer. Alors vous parliez tout à l'heure de l'ICOP, le l'East African Crude Oil Pipeline, le nouveau bébé de Total. Donc c'est un projet contre lequel vous battez, un forage de 400 puits de pétrole, dont 130 forêts dans le plus grand et plus vieux parc naturel d'Afrique. Le 25 mai prochain aura lieu l'Assemblée Générale de Total Energy, et vous dites en fait indirectement, nos investissements, notre compte en banque va voter pour nous. Exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on sait pas. Enfin, de la démocratie en finance, ça a l'air complètement absurde, et même de la transparence en finance, ça a l'air complètement absurde. Si vous regardez, si vous avez un produit financier, je sais pas, une assurance vie ou un livret A ou machin, c'est pas comme une boîte de gâteaux. Vous avez pas tous les ingrédients, vous savez complètement pas ce qui se finance. Sauf qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos produits d'épargne sont exposés indirectement, en fait, parce que les banques et les sociétés d'assurance achètent des actions de Total, notamment, et qu'elles placent dans les contrats d'assurance vie, où les banques
banques, elles, directement, vont acheter des actions de Total, et ça, c'est nos comptes courants, etc. Donc, je simplifie, mais en gros, si vous utilisez l'application Rift, vous pouvez savoir justement avec quel produit vous êtes exposé, et si vous êtes exposé, en fait, au financement de Total. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ce financement nous donne du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une technique qui est pas mal utilisée en finance, qui s'appelle l'engagement actionnarial. C'est-à-dire qu'il y a des fonds d'investissement qui prennent des parts des entreprises les plus polluantes et qui, lors de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration, essayent de voter des résolutions pour que la boîte change. Et ça, c'est une pratique qui se fait pas tant que ça parce que justement, il n'y a pas de citoyens derrière. Et on a voulu mettre en fait cette pratique à la disposition de tous les citoyens pour que tous les citoyens votent aujourd'hui, notamment le 25 mai, contre le plan climat de Total, qui est un plan climat expansionniste et qui n'est pas du tout un plan climat qui respecte les engagements du GIEC. Donc on veut recréer du pouvoir et reprendre le pouvoir avec. Eh bien, on encourage nos auditeurs à aller sur votre application Rift. Alors, Eva, vous portez aussi la voix des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat puisque vous dénoncez le sexisme, notamment dans la finance. Justement, quand vous parlez de sexisme, à quoi faites-vous référence exactement? Bah alors, je fais référence au fait que déjà cette sphère financière, c'est un peu le dernier échelon de la sphère culturelle que les hommes ne veulent vraiment pas se sentir, dans lequel ils ne veulent pas se sentir dépossédés, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a très peu de femmes dans ce milieu de la finance. Moins de 14% des équipes d'investissement, pas une femme présidente d'une banque. Les conseils d'administration de banques sont certes maintenant paritaires depuis la loi Copé-Zimmermann, mais c'est pas mal des mandats un peu porte-drapeau que les femmes elles ont. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a aussi pas d'espace pour les femmes pour s'exprimer dans cet écosystème, et effectivement quand elles montent en fait les échelons, elles sont en fait soumises à une forme de pratique en fait assez destructrice de ce secteur financier. Et c'est même Christine Lagarde qui avait dit si Lehman Brothers s'appelait Lehman Sisters, il y aurait peut-être pas eu la crise, mais alors qu'elle est à un plus haut niveau, c'est qu'elle se rend bien compte, et moi je le parle qu'il y a un problème en fait, il y a une forme de un peu de virilisme, un peu de truc de cours d'école parfois dans le milieu financier, et surtout d'incapacité de se rénover. Et le fait de mettre plus de femmes en finance, c'est un moyen, moi je pense, parce que par construction sociale, on a développé une forme de prendre soin de biologie de nos actions, etc. Donc je pense que ça effectivement ça a sa place en finance, et c'est un moyen de le faire changer. Et surtout, je pense que la mixité dans tous les cas dans cet écosystème fera qu'il y aura différentes visions qui seront traitées. C'est vraiment une des pensées de l'écoféminisme en fait, c'est de se dire que les femmes en fait ont été victimes de la domination masculine, comme l'homme en fait a dominé la nature et à peu près tout ce qui était considéré comme inférieur à lui. Et le fait est de remettre un petit peu d'équité dans cet écosystème, ça ferait du bien. Il y a quand même des initiatives positives qui sont prises. Vous avez sans doute entendu parler du fonds d'investissement Léa Capital, un fonds créé par des femmes entrepreneurs pour financer des projets portés par des femmes. Donc ça va dans le bon sens. Complètement. À fond. Non, mais ça, on soutient toutes ces initiatives, mais ça reste encore trop anecdotique, vu qu'il y a quand même que 2% des fonds levés qui sont par des équipes 100% féminines et moins de à peu près 10-15% par des équipes mixtes. Donc le reste, c'est 80% des fonds levés par les startups françaises d'équipes 100% masculines. Donc il y a énormément de choses qui se font, mais je pense qu'il va falloir aussi un peu taper du poing. Et typiquement, par exemple, le gouvernement, il pourrait décider que quand il investit dans un fonds, il faut qu'il y ait au moins 50% des projets financés qui soient des projets de femmes. Eh bien, merci beaucoup, Eva Sadoun, pour toutes ces précisions. Coprésidente du mouvement Impact France et co-signature donc de cette tribune dans le journal du dimanche pour faire comprendre l'urgence climatique aux ministres français. Et vous avez 2 applications, donc Lita.co et Rift. N'hésitez pas à les télécharger. Merci beaucoup, Eva. Merci à très bientôt pour l'invitation.